Salam alaikum, mes chers étudiants, nous allons continuer, suite à la demande de vos collègues, quelques questions relatives au chapitre 1, l'école classique des organisations. Maintenant, on va voir les deux auteurs qui restent, Henri Fayol et Max Weber. La première partie de cette vidéo sera consacrée aux travaux et à l'apport de Henri Fayol à la théorie des organisations. La première question, expliquer les fondements de la pensée de Henri Fayol. Henri Fayol est un ingénieur français. Il avait une expérience de direction d'une société minière. Cette expérience va lui pousser de faire un constat que les dirigeants à l'époque du taylorisme n'avaient aucune formation qui leur permettant d'administrer une entreprise. Ils n'avaient pas une formation en finance, ni en comptabilité, ni en gestion. Mais ils avaient des formations qui sont purement techniques. Donc si Taylor il est orienté vers une organisation basée sur l'amélioration des aspects techniques de l'entreprise, Fayol va inventer une organisation qui s'intéresse aux dirigeants et à l'amélioration des aspects administratifs de l'entreprise. Fayol insiste sur la nécessité d'évoluer la fonction de commandement dans les grandes entreprises et de développer les qualités de leadership. Donc, qui dit Fayol dit un grand intérêt à la fonction d'administration aux dirigeants et au leadership. Il part d'un constat que ceux qui dirigeaient à l'époque les organisations et les entreprises, ils n'avaient aucune formation de management, mais ils étaient des ingénieurs qui appliquaient des méthodes et des modèles scientifiques et des modèles techniques dans la direction des entreprises à l'époque. La deuxième question, citer les 14 principes généraux d'administration formulés par Henri Fayol. Alors ici, il vous a été demandé de citer sans explication. Moi, je vais donner quelques petites clarifications. Henri Fayol a formulé 14 principes généraux d'administration. Le premier, c'est la division du travail. Pour Henri Fayol, la division du travail implique une spécialisation des travailleurs. Et par la suite, ces travailleurs devront plus productifs. Donc, diviser le travail va impliquer les travailleurs à se spécialiser dans une tâche. Ceci va rendre les travailleurs plus productifs. Ceci va donner comme résultat une amélioration de la productivité. Deuxième principe, c'est l'autorité. L'autorité, comme l'a défini Henri Fayol, c'est le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir. Troisième principe, c'est la discipline. La discipline, c'est l'obéissance, le respect à toute convention établie entre l'entreprise et ses agents. Quatrième principe, c'est l'unité de commandement. L'unité de commandement, bien sûr, pour toute action quelconque, chaque agent, chaque collaborateur, chaque subordonné ne doit recevoir des ordres que d'un seul supérieur hiérarchique. L'unité de commandement, un seul chef et un seul programme doit être mis en place pour un ensemble d'opérations qui visent le même but. Alors, s'il y a un ensemble d'opérations qui ont le même but, il faut mettre en place un même programme et un seul chef. Sixième principe, la subordination des intérêts particuliers des ouvriers, des travailleurs, à l'intérêt général de l'entreprise. Donc, les ambitions et l'intérêt de l'entreprise doivent toujours être supérieurs, doivent avoir une supériorité par rapport aux ambitions, aux intérêts particuliers du personnel, des travailleurs et des dirigeants même.
Septième principe, la rémunération du personnel. La rémunération du personnel doit être équitable. Donc, dans la rémunération, l'organisation doit respecter le principe d'équité et de justice entre les salariés. Deuxième élément, cette rémunération doit donner une satisfaction à la fois à l'entreprise et à la fois au personnel. Huitième principe, c'est la centralisation. La centralisation est un fait qui est naturel pour Henri Fayol et le degré de centralisation dépend du type d'activité de l'entreprise. Neuvième principe, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, c'est la série des chefs qui va de l'autorité supérieure aux agents inférieurs. Dixième principe, c'est l'ordre. Et Fayol distingue deux types d'ordre. L'ordre matériel, ça veut dire que chaque objet, chaque élément de matériel doit être mis à sa place ou à la place qui lui a été assignée. Donc ici, c'est un ordre matériel. Le deuxième, c'est un ordre social. Ça veut dire chaque agent doit être mis dans la place qui lui a été assignée. Et nous avons déjà vu ça, la bonne personne dans la bonne place, the right man in the right place. Onzième principe, c'est l'équité. Donc les salariés doivent se sentir qu'ils sont gérés de façon équitable. Le personnel, les agents, les travailleurs doivent avoir un sentiment de justice sociale. Douzième, bien sûr, principe, la stabilité du personnel. Donc pour Henri Fayol, c'est dans les entreprises prospères que les travailleurs se sentent stables. Et l'instabilité du personnel, c'est une conséquence d'un dysfonctionnement social dans l'entreprise. Donc, dans les entreprises où il y a des dysfonctionnements sociaux, où il y a une dégradation du climat social, on trouve une instabilité ou un sentiment d'instabilité chez les travailleurs. 13e principe, la liberté de proposer qui est l'initiative. 13e principe qui est l'initiative, qui est ce degré de liberté de proposition et d'exécution. C'est le degré de liberté qu'on peut donner à un travailleur. Donc pour Fayol, le chef qui sait donner ce degré d'initiative, ce degré de liberté de proposition et d'exécution est beaucoup plus supérieur à un chef qui ne facilite pas cette initiative, ne développe pas cet esprit d'initiative chez ses agents. Et le dernier principe, le 14e, l'union du personnel. L'union du personnel, pour Henri Fayol, est un signe de force. Il faut donc s'efforcer pour unir tout le personnel de l'entreprise, ainsi que c'est un élément qui permettra l'harmonie du personnel et par conséquent l'harmonie de l'organisation. Question, préciser la finalité des travaux de Henri Fayol relatifs à la formulation de 14 principes généraux d'administration. La finalité des travaux de Henri Fayol qui sont relatifs à la formulation de ces 14 principes généraux d'administration est que Fayol veut montrer qu'un dirigeant peut tirer les meilleures performances de son personnel, de ses ouvriers, par la qualité de commandement des hommes et l'administration des choses. Alors, la finalité, pour Fayol, un dirigeant, sur la base des qualités de leadership et d'administration, peut tirer les meilleures performances de son personnel. La quatrième question, expliquer les critiques adressées par Fayol au modèle taylorien. Dans son ouvrage, Henri Fayol discute le système et le modèle taylorien. Il critique deux éléments. Il critique Taylor car il a violé le principe de l'unité de commandement.
Selon Fayol, Taylor il a commis une erreur considérable en recommandant plusieurs autorités d'experts, plusieurs supérieurs au-dessus des ouvriers. Fayol regrette l'abandon de l'ancienne méthode qui consiste à passer par un seul chef d'équipe. Donc ici, Fayol critique Taylor dans l'abandon du principe de l'unité de commandement. Deuxième élément, Fayol était contre l'idée d'un contrôle étroit au travail. Fayol, il estimait que rien ne valait l'organisation libre des équipes d'ouvriers et qu'il fallait laisser aux ouvriers le choix de la méthode et de l'outillage. Donc ici, c'est un principe d'administration de Fayol qui est l'initiative. Donc, le deuxième élément, Fayol n'était pas d'accord avec Taylor sur le principe du contrôle étroit, mais il voulait plus d'initiative et laisser le choix de la méthode et de l'outillage aux ouvriers. Alors passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui sera consacrée aux travaux de Max Weber. Question 5. Expliquez brièvement la meilleure forme d'organisation humaine pour Max Weber. Pour Max Weber, la meilleure forme d'organisation des travailleurs est le modèle bureaucratique. Le gouvernement par le bureau qui réunit la loi, le droit, tout élément légal à la raison scientifique et à la rationalité, et qui n'est plus fondé sur le sacré et la tradition. Donc, pour résumer, il adopte un modèle bureaucratique et remet en cause l'autorité traditionnelle et charismatique dans l'organisation humaine. Deuxième question, en relation avec les travaux de Max Weber, à quoi fait-on allusion dans les passages suivants? Alors le premier passage, celle-ci repose sur une combinaison de qualités personnelles extraordinaires et d'un pouvoir de séduction hors du commun qui émane de la personnalité du leader qui provoque un attachement des foules. Ici, c'est le type d'autorité qui est l'autorité charismatique. Pourquoi? Car il y a la qualité personnelle extraordinaire, il y a le pouvoir de séduction qui est hors commun, qui est anormal dans la personnalité du leader. Passage numéro 2, celle-ci repose sur des règles juridiques formalisées par écrit. On n'obéit pas aux individus, mais aux exécutants d'une légalité. Donc, dans ce passage, l'autorité est rationnelle ou une autorité légale, car il se base sur les statuts, sur le règlement, sur la loi. Passage numéro 3, celle-ci est liée à la personne qu'à la fonction, en particulier au sein des entreprises familiales. Elle est fondée sur le respect de l'héritage du passé. Ce type de légitimité se réfère aux usages, aux habitudes et aux coutumes transmises de génération en génération par son fondateur. Ici, on fait allusion à l'autorité traditionnelle, car dans ce type d'entreprise, on se base sur les habitudes, le passé, les coutumes qui sont transmises de génération en génération. C'est une autorité traditionnelle car il se base sur les traditions et sur le passé. Le passage numéro 4, ceci comporte une connotation, un sens à caractère sacré. Il s'agit d'une relation de prophète à des adeptes qui implique la révélation d'un héros et sa vénération. Cependant, celle-ci est assez instable, car si le détenteur du pouvoir est abandonné par la grâce,
son autorité se détruit. Ici, il s'agit d'une autorité charismatique. Pourquoi? Car il y a l'élément de relation de prophète à adepte, une révélation d'un héros, et donc ici, l'attachement et le pouvoir, il a une relation avec les qualités personnelles extraordinaires et le pouvoir de séduction. Donc nous sommes dans une autorité charismatique. Question 7. Expliquez en détail la théorie de la bureaucratie. La théorie de la bureaucratie est fondée par Max Weber. Pour ce théoricien, le système rationnel est le pilier d'une administration efficace. Les grandes caractéristiques de la direction administrative bureaucratique rapprochent fortement de l'idéal type de l'autorité, qui est l'autorité rationnelle ou légale. Pour Max Weber, l'administration bureaucratique idéale doit répondre aux 10 critères. Alors le premier critère, c'est que les agents n'obéissent qu'aux devoirs objectifs de leur fonction et sont soumis à une autorité qui est en rapport avec leurs obligations officielles. Un collaborateur, un travailleur n'obéit pas à un individu, mais aux devoirs objectifs. Il est soumis à une autorité qui est en rapport avec ses obligations, et ces obligations de travail sont bien définies dans la loi ou par une loi. Deuxième principe, les agents sont organisés dans une hiérarchie de leurs fonctions clairement établie. Donc chaque agent, chaque travailleur a une place dans la hiérarchie et sa fonction est claire. Troisième principe, chaque emploi a une sphère de compétences qui repose sur les tâches qui sont explicites et clairement définies, ce qu'on appelle le profil du poste. Chaque poste a ou nécessite un ensemble de compétences qui sont bien définies par écrit, par un document formel dans l'entreprise. Quatrième principe, l'emploi est occupé sur la base d'une libre relation contractuelle. La relation entre employé et employeur est matérialisée par un contrat écrit, bien sûr. Les candidats sont sélectionnés sur la base de leur qualification professionnelle, nommés selon une qualification professionnelle attestée par un diplôme. Donc c'est le cinquième principe. Donc la sélection d'un candidat se fait sur la base de ses qualifications professionnelles, sur la base de son diplôme, sur la base de son savoir, de son savoir-faire, de son savoir-être. Donc les candidats ne sont pas élus. Sixième principe, les agents sont payés suivant le principe de la conformité au rang, par des appointements fixes qui donnent droit à une retraite, et cette évaluation, elle est basée selon le rang hiérarchique et les responsabilités assumées. Donc, le paiement ou la rémunération de façon générale d'un salarié se base sur sa place dans la hiérarchie. Il lui donne le droit à une rémunération fixe qui va lui donner droit par la suite à une pension de retraite. Cette rémunération est évaluée selon la place qu'il détient dans la hiérarchie et selon les responsabilités assumées. Septième principe, l'emploi occupé est considéré comme l'unique ou principale profession. Donc, l'agent, le collaborateur, le salarié détient une profession ou occupe une profession principale qui est l'emploi occupé. Huitième principe, les agents voient s'ouvrir, veulent faire une carrière dans l'entreprise, donc cherchent un avancement dans la hiérarchie de l'entreprise. Cet avancement se base sur l'ancienneté et sur les prestations de services. Il dépend, donc cet avancement dépend des jugements, de la notation de leurs supérieurs. Neuvième principe, les agents ne sont pas propriétaires ni des moyens d'administration ni de leur emploi.
Donc, il n'y a pas une appropriation de l'emploi ou des moyens d'administration. 10e et dernier principe, les agents sont soumis à une discipline stricte et à un contrôle de leur travail. Donc, ils sont soumis à des règlements intérieurs, par exemple, à des statuts, à des formalités qu'ils doivent les respecter. Et ces statuts, ces règlements, ces formalités vont faire, bien sûr, l'outil, le moyen de contrôle de leur travail. Je mentionne dans toutes les vidéos, les questions d'évaluation peuvent porter aussi sur les concepts fondamentaux au management que j'ai mentionné dans la fin du cours complet du Management 2, le fichier PDF que vous avez sur la plateforme, ainsi que quelques concepts mentionnés dans les vidéos partagées.